Tu te souviens de Daewoo Motor? L'entreprise coréenne qui a conquis le monde pour ensuite disparaître en un clin d'œil. Une marque que tu te souviendras sûrement avec beaucoup de nostalgie. Mais comment cela s'est-il passé? Nous étions en 1936 en Corée du Sud, en pleine époque coloniale japonaise. Né un garçon nommé Kim Il-chang, un jeune curieux qui, bien qu'il ait grandi au milieu de conflits armés, a toujours rêvé en grand. Et même s'il distribuait des journaux pendant son adolescence pour aider financièrement sa famille, Kim n'était pas vraiment une personne ordinaire. Son père, un professeur d'université prestigieux, lui a permis d'accéder à une éducation privilégiée, quelque chose d'extrêmement rare dans une Corée divisée et appauvrie par la guerre. Après avoir obtenu un diplôme en économie de la prestigieuse université Yonsei, Kim Woo-jun s'est rapidement immergé dans le monde des affaires, en travaillant pour une entreprise textile. Là, il a appris tout ce qu'il pouvait sur le commerce international, les stratégies commerciales et, surtout, comment croître rapidement. Son ambition était irrésistible et, dans les années 1960, alors que la Corée du Sud tentait désespérément d'échapper à la pauvreté, Kim rêvait déjà d'un empire mondial. C'est alors qu'en 1967, avec à peine 5 employés et moins de 10 000 $ de l'époque, Kim fonde Daewoo Industrial, dont le nom en coréen signifie littéralement le grand univers. Et ainsi, depuis un bureau modeste à Séoul, la société a commencé à fabriquer des textiles pour l'exportation. En à peine 5 ans, Daewoo avait déjà des contrats avec Hong Kong, Singapour et l'Australie, entamant son expansion internationale à un rythme impressionnant. Mais le véritable secret de la croissance accélérée de Daewoo vient directement de la création de Daewoo, directement du soutien du gouvernement sud-coréen. Durant ces années, le pays était obsédé par l'idée de devenir une puissance économique mondiale. Pour cela, il a créé un modèle connu sous le nom de Chaebol, de grands conglomérats familiaux qui recevaient des crédits à bas prix, des exonérations fiscales et, surtout, une protection de l'État en échange de la stimulation de l'économie du pays. Daewoo a tiré le meilleur parti de ces avantages et en moins d'une décennie, s'est diversifié rapidement. Il est passé des textiles à la construction navale, à l'électronique, à l'armement et, enfin, au secteur automobile. Voici ce qui est intéressant. Kim Woo-jun avait une tactique très particulière. Il achetait des entreprises en difficulté, les restructurait et les rendait prospères. Avec cette méthode, en 1982, il a acquis Scion Motor, un constructeur automobile en crise qu'il a rapidement renommé Daewoo Motor. À partir de là, Daewoo a commencé à lancer des véhicules économiques, mais très attrayants, surtout pour les marchés émergents. En peu de temps, des modèles comme le Daewoo Racer, l'Espero et surtout, le légendaire Tico, un petit véhicule devenu un phénomène culturel dans des pays comme la Colombie, le Chili, la Pologne et le Pérou. Cette petite voiture représentait la mobilité et le progrès économique pour des milliers de familles qui pouvaient enfin accéder à leur propre voiture. Qui n'a pas de souvenirs affectueux de son enfant? Cet enfant, ce petit géant qui semblait conquérir les rues. Les années 90 ont commencé avec l'entreprise à son apogée. À ce moment-là, Daewoo Motor était déjà le deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud, dépassant en vente globale des géants comme Renault ou Nissan. Mais juste au moment où elle semblait imparable, l'histoire allait prendre un tournant inattendu. Que pourrait mal se passer pour cette puissante entreprise coréenne à son apogée? Quelle décision fatale Kim Woo-jun a-t-il prise pour mettre en danger tout ce qu'il avait construit? Daewoo Motor grandissait sur des bases très fragiles. L'entreprise s'étendait principalement grâce à l'endettement. Il demandait d'énormes prêts bancaires avec des conditions préférentielles que le gouvernement sud-coréen avait accordées pendant des décennies aux célèbres conglomérats familiaux, les Chaebol. Tant que l'économie est restée stable, personne ne remettait en question cette stratégie. C'était un modèle qui avait bien fonctionné en Corée jusqu'alors, permettant une croissance accélérée sans précédent. Mais, comme le dit la sagesse populaire, aucun arbre ne pousse jusqu'au ciel. Et en 1997, la tempête parfaite est arrivée pour faire tomber tout ce château de cartes. Cette année-là, le sud-est asiatique a été confronté à une grave crise financière qui a commencé en Thaïlande, mais s'est rapidement étendue à toute la région. Des pays comme l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et surtout la Corée du Sud ont vu leur monnaie perdre de la valeur de manière drastique en quelques jours. Le won, la monnaie sud-coréenne, a perdu plus de la moitié de sa valeur en quelques semaines, ce qui a été catastrophique pour des entreprises comme Daewoo, qui avaient de grandes dettes en dollars. Imagine un instant que vous avez une énorme hypothèque en dollars, mais du jour au lendemain, votre salaire et vos économies en pesos perdent la moitié de leur valeur. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Daewoo, mais multiplié par des milliards. La dette du conglomérat est devenue pratiquement impayable en quelques jours. Mais ce qui était le plus surprenant à ce stade, ce n'était pas seulement la crise, mais la réaction de Kim Woo-jun. Alors que d'autres entreprises coréennes comme Hyundai et Samsung ont immédiatement commencé à réduire leurs coûts, à vendre des actifs et à se réorganiser pour survivre, Kim a décidé d'adopter l'approche opposée, se développer encore plus. Au lieu de réduire les coûts, il a acquis davantage d'entreprises en crise, convaincu que la crise serait temporaire et que Daewoo en sortirait plus fort. Cette stratégie risquée a d'abord été perçue comme courageuse, mais il est vite devenu clair que c'était un suicide financier. Les banques, alarmées par la situation, ont coupé le flux d'argent et ont exigé le remboursement immédiat des dettes. Kim Goyen a essayé de désespérément négocier avec le gouvernement sud-coréen pour obtenir un soutien financier, quelque chose qu'il avait réussi à faire de nombreuses fois auparavant. Cependant, la Corée du Sud n'avait plus le contrôle absolu. Maintenant, le FMI, qui était intervenu pour sauver l'économie du pays, exigeait des réformes strictes et interdisait tout nouveau sauvetage des grands conglomérats.
Et ici, l'impensable s'est produit. En août 1999, le gouvernement sud-coréen a ordonné formellement le démantèlement de Daewoo, la deuxième plus grande entreprise du pays. À ce moment-là, la dette du conglomérat s'élevait à plus de 50 milliards de dollars, quelque chose de complètement insoutenable. C'était un effondrement spectaculaire qui a secoué non seulement la Corée, mais le monde entier, toute l'Asie. L'effondrement de Daewoo Motor a non seulement entraîné des pertes d'emplois pour des milliers de familles à travers le monde, mais a également porté un coup dur aux consommateurs qui faisaient confiance à la marque. Dans des pays comme la Colombie, le Chili, le Pérou et la Pologne, des familles entières ont vu dans la petite costaricaine le symbole de leur première véritable opportunité de posséder un véhicule. Maintenant, tout cela était en danger. Pendant ce temps, Kim Woo-jun, l'homme qui avait créé cet empire à partir de rien, n'avait d'autre choix que de fuir le pays, laissant derrière lui une énorme incertitude quant à l'avenir du conglomérat. Mais le drame ne faisait que commencer. Ainsi, avec une dette insoutenable et un empire industriel qui commençait à se désintégrer, Daewoo Motor est entré dans un tunnel sombre d'où il ne sortirait jamais. Mais que s'est-il passé ensuite? En 1999, la situation de Daewoo Motor était désespérée. L'empire industriel, construit pendant des décennies par Kim, semblait un géant aux pieds d'argile, car derrière l'éclat de ses voitures économiques et de ses usines modernes se cachaient d'énormes fraudes financières. Après la crise asiatique de 1997, lorsque l'économie sud-coréenne s'est effondrée et que le FMI s'est effondré, une vérité gênante a émergé. Daewoo avait maquillé ses comptes pendant des années pour dissimuler une dette insoutenable. Au fur et à mesure que les enquêteurs creusaient plus profondément, ils découvraient un labyrinthe de prêts enchevêtrés. Daewoo empruntait de l'argent à une banque pour rembourser des dettes auprès d'une autre, et ainsi de suite. C'était comme essayer de boucher un trou en creusant un encore plus profond. Lorsque tout a finalement été mis au jour, la dette dépassait les 50 milliards de dollars, devenant l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire de la Corée du Sud. Kim Gwayan, incapable d'accepter la défaite, a désespérément essayé de sauver son entreprise, en demandant davantage de prêts et en offrant des obligations à des taux exorbitants. Il a même commencé à offrir des obligations avec des taux de 30% par an, un chiffre désespéré qui, loin d'inspirer confiance, a accru la méfiance parmi les investisseurs. Finalement, quand les banques ont complètement fermé le robinet de l'argent, Daewoo s'est définitivement enfoncé en 1999. Ce qui a suivi a été dramatique. Des usines fermées, des milliers d'employés dans la rue et toute une génération qui regarde le rêve d'une mobilité accessible s'effondrer sous ses yeux. Les pays émergents, qui rêvaient de posséder leur propre voiture, voient désormais disparaître leur symbole de progrès. Daewoo a cessé d'être une promesse et est devenu un souvenir amer. Kim Gi-jun, pendant ce temps, n'a pas pu supporter la pression et a fui le pays. Pendant plusieurs années, il est resté en France et au Vietnam. Loin des projecteurs, alors qu'en Corée, son nom était de plus en plus associé à la corruption et au désordre financier. C'était un coup dur pour l'orgueil national sud-coréen, qui voyait l'un de ses héros économiques se transformer rapidement en un vilain médiatique. Mais le pire restait à venir. En 2005, Kim a surpris le monde en revenant volontairement en Corée du Sud, sachant qu'il serait immédiatement arrêté à son atterrissage. Qu'est-ce qui l'a poussé à revenir après tant d'années? Dans Londres, lorsque Kim Woo-jun a foulé le sol sud-coréen, il a été immédiatement arrêté à l'aéroport de Séoul devant des centaines de caméras. L'image de l'ancien puissant homme d'affaires, arrêté et menotté, est devenue un symbole national. Cela représentait la fin définitive d'une ère d'excès corporatif. Kim a été condamné à 10 ans de prison. Mais ici, quelque chose de surprenant se produit. En 2007, après seulement 18 mois derrière les barreaux, il a reçu un pardon présidentiel. Une fois de plus, la polémique a éclaté en Corée du Sud. Beaucoup l'ont interprété comme un traitement de faveur envers un homme qui, malgré ses erreurs, avait énormément contribué à la prospérité du pays. D'autres l'ont qualifié d'injustice flagrante. Et un exemple d'impunité. Mais, bien que Daewoo Motor ait officiellement cessé d'exister, l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque Daewoo Motor s'est officiellement effondré en 1999, ses usines et ses actifs ont été rapidement mis en vente. C'était comme voir un avion se démonter en plein vol. Chaque pièce du conglomérat a été vendue séparément aux plus offrants. General Motors, profitant de l'occasion, a acheté la division automobile en 2002, la transformant en ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de GM, Corée. Tu te souviens du cher Daewoo Tico? Cette petite voiture est célèbre dans des pays comme la Colombie, le Chili et le Pérou. Elle a cessé d'être fabriquée en 2001, mais son essence a continué dans des modèles ultérieurs comme la Chevrolet Spark et la VO, tous deux produits par General Motors, dans ce qui étaient les anciennes usines de Daewoo. C'est curieux comment, bien que Daewoo ait disparu, son esprit vit encore dans ces véhicules qui parcourent toujours les rues, transportant des familles, des histoires et des souvenirs à bord.